Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette rencontre autour du podcast et du féminisme dans cette belle nouvelle salle du hasard ludique. Et cette rencontre est retransmise en direct sur Facebook Live, sur la page d'Arte Radio et d'Arte. Donc bienvenue et bonjour à celles et ceux qui nous suivent depuis chez elles et chez eux. Alors, moi, depuis plusieurs années, donc moi je suis Charles de Bien-Aimé, depuis plusieurs années, je travaille à France Culture sur des questions féministes. Et depuis plusieurs années, j'ai en tête de réaliser une émission de radio consacrée à ces questions. Je me suis toujours dit qu'il fallait un lieu spécifique, une rubrique dédiée pour avoir le temps de la parole, des voix, des sons, des réflexions autour du féminisme, de l'égalité, du genre. Donc j'ai donc réfléchi, j'ai échangé, j'ai proposé, j'ai discuté. Et cette idée d'émission de radio, finalement, c'est devenu un podcast. Donc un podcast à soi qui est un petit moment de publicité qui est mis en ligne tous les premiers mercredis du mois sur Arte Radio. J'arrête là l'autopromotion, mais ce que je voulais dire, c'est que le fait que ce soit un podcast, ça a été pour moi une nouvelle aventure, un nouveau défi. En préparant les premiers épisodes, je cherche encore un ton spécifique. Ça ne peut pas être un son Arte Radio ordinaire. C'est pas non plus une émission de plateau ou un documentaire de France Culture. C'est pas un journal intime, mais ce n'est pas non plus quelque chose de froid, de distancié. J'ai donc découvert et apprivoisé la culture du podcast que je ne connaissais pas assez. Et j'ai dû pas cesser de m'interroger sur la forme, le fond, le rythme, les thématiques. Et ces interrogations sont allées de pair avec la préparation de cette rencontre et donc avec ma plongée dans l'écoute de vos podcasts à vous toutes. Et ce fut extrêmement enrichissant de faire les deux en parallèle. J'ai pris un grand plaisir à vous écouter, à réfléchir à ce qui faisait écho entre nos différents podcasts, à ce qui se passait en termes de féminisme, en termes de podcasts, de radio, et ce que ça disait, le fait que nous soyons nombreuses à lancer des podcasts féministes très différents à peu près au même moment. Et en préparant cette rencontre, Lorraine Bastide, qui est ici, une de nos invitées, m'a transféré un article sur le festival Work It, qui s'est tenu il y a un mois, jour pour jour, à Los Angeles. Et c'est un festival du podcast fait par des femmes pour des femmes. Et ce festival a été créé il y a un an par Laura Walker, la présidente de la radio publique new-yorkaise, qui constatait que sur les 100 podcasts les plus populaires, seuls 20% étaient tenus par des femmes. Et donc elle avait dit en riant, c'est juste un peu mieux que le Congrès. Et donc son but, c'était d'arriver à 50%. Un an après, apparemment, elles en sont à 33%. Donc c'est quand même déjà une belle aventure. Et lors du festival, Lauren Auber, qui tient le podcast The Big Listen, disait que les podcasts ont un effet mégaphone qui amplifie les voix que les auditeurs n'écoutent habituellement pas. Et je trouvais que c'était une belle introduction pour notre rencontre. On va essayer de comprendre pourquoi vous avez voulu créer ces podcasts. On va parler de la forme, du fond, en quoi le podcast sert le féminisme, en quoi ces podcasts participent d'un engagement ou pas, et quel féminisme vous voulez l'une et l'autre incarner. Et on va écouter bien sûr des extraits de vos travaux. Alors, on va commencer les présentations. Donc, Lorraine Bastide, vous êtes journaliste. Vous avez fondé l'année dernière avec Julien Neuville Nouvelles Écoutes, un studio de production dédié à la création sonore. En fait, je vous vois, mais je vais vous tutoyer, donc je continue. Voilà, bonjour. Et tu as lancé le podcast La Poudre, qui invite des femmes exceptionnelles à se raconter. Géraldine Saratia, bonjour. Tu es rédactrice en chef aux Inrecuptibles. Tu animes depuis un an Dans le genre sur Radio Nova, qui interroge la notion de genre à travers le prisme de l'interview. Victoire Tuaillon, tu es journaliste aussi. Tu viens de lancer le podcast Les couilles sur la table chez Binge Audio. Et c'est un podcast destiné aux femmes, aux hommes qui se posent des questions sur eux-mêmes, est-il écrit dans la présentation. Un podcast qui aborde la question des masculinités. Mélanie Wanga, tu es journaliste. Tu as monté l'année dernière avec Clémentine Gallo Quoi de Meuf, une newsletter féministe. Et il y a une semaine, à peu près, je crois. À peu près, oui. Il y a quelques jours. Tu as créé la version audio qui est en ligne sur donc Nouvelles Écoutes, le studio de production de Lorraine Bastide. Et tu participes aussi au podcast Le Chip, consacré à la culture afro, proposé par Arte Radio. Exactement. Et Marty Amunga et Adama Anoto, vous êtes toutes les deux productrices et animatrices du podcast Excel, qui explore le bien-être chez les femmes noires francophones. Votre podcast est hébergé par la plateforme, Atouba, je ne me trompe pas, parce que vous teniez au fait que ce soit une plateforme qui met en lumière la créativité des femmes noires. Et il est réalisé, ce podcast, par Roda Chokokam. Voilà, on va commencer peut-être tout de suite par une écoute avant de commencer les discussions. On va écouter un extrait du premier épisode de La Poudre, donc de Lorraine Bastide. Tu recevais donc Rebecca Zlotowski.
elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes? Comment habitent-elles leur corps de femme? Que pensent-elles? Écrivent-elles? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Rebecca Zlotowski. Non mais fière de soi, c'est quand même difficile de l'être, ça arrive très peu souvent dans la carrière d'un metteur en scène, je pense. Fière de soi, ça c'est vraiment le jour où ça arrive, on écrit une carte à ses grands-parents. Il fallait commencer par quelqu'un, et ce quelqu'un, tout de suite, j'ai voulu que ça soit Rebecca Zlotowski. Pas seulement parce qu'elle est l'une des plus brillantes personnes du cinéma français aujourd'hui, mais aussi parce que c'est une amie. C'est bien une amie pour enregistrer son premier podcast, c'est bienveillant, c'est facile. Le féminin m'intéresse, la femelle ne m'intéresse pas. Et puis elle a dit oui. Tout de suite. Et là, le stress. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai potassé comme une tarée sa filmographie. Je suis arrivée le matin, la boule au ventre, la voix enrouée parce que bien sûr, je faisais une bronchite. Et puis, elle est arrivée dans la chambre de l'hôtel Providence avec son sourire de Joconde, sa voix de fumeuse. Ça ferait hyper MLF, tu sais. Et tu penses que... Ouais. C'est nanas qui se connaissent pas du tout. Et tu crois que quand... Et je me suis détendue. Et nous avons eu la discussion que j'avais toujours rêvé d'avoir avec elle. Une discussion de femmes sur le fait d'être femme. La poudre, quoi. Pendant l'interview, on s'est vouvoyé. On aurait peut-être dû se dire tu. En tout cas, vous vous apprêtez à écouter le tout premier épisode de La Poudre, jamais enregistré. Avec Rebecca, nous avons parlé de deuils impossibles, de premières règles et d'actrices porno. Je vous suis, les amis. Donc, c'est parti. Rebecca Zlotowski, je suis très heureuse que vous fassiez partie des premières invitées de La Poudre, parce que j'ai une grande admiration pour vous en tant que réalisatrice et scénariste. Et parce que je vous connais depuis longtemps. Et en réalité, vous m'impressionnez depuis longtemps. Je crois que c'est ce rouge à lèvres rouge que vous portez tout le temps, depuis que je vous connais, et que vous portez d'ailleurs aujourd'hui. Bon, j'en change un rouge à lèvres, là il est plus orangé, ça dépend. La première scène de votre premier long métrage, Belle Épine, en 2010, ce sont 2 femmes qui se déshabillent face à une femme. Et votre dernier film, Planétarium, qui met en scène 2 héroïnes, de médium incarné par Nathalie Portman et Lily Rose Depp, c'est aussi un film qui met en scène des femmes. Est-ce que votre cinéma est féminin? Et ça, c'est vraiment, je pense, c'est difficile quand on est une femme qui fait des films, de devoir théoriser ça, parce que je pense que c'est vraiment l'affaire des gens qui font de l'esthétique, c'est l'affaire quand je dis de l'esthétique, c'est pas des esthéticiennes, bien sûr, des gens qui font de l'esthétique à l'université, des sociologues. Et moi, je veux bien être quelqu'un qui m'y plonge, mais je n'ai pas la compétence, moi, pour répondre. Donc, est-ce que mon cinéma est féminin parce que en tout cas, je filme des femmes? Le test de Bechdel. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Il est très simple, c'est 3 questions. Vous connaissez les 3 questions. Non, mais je suis contente qu'il le passe parce que peut-être vous voulez les rappeler. Les 3 questions, c'est est-ce qu'il y a 2 femmes avec un rôle important? Est-ce qu'elles se parlent entre elles? Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? Ouais. Et il n'y a que ça pour le test. Ce sont les 3 seules questions. Et il y a très peu de films qui passent le test. Oui, mais je flippais parce que j'avais pas l'impression, et ça c'est autre chose, j'avais pas l'impression que... Alors, il y a une question de qu'est-ce que c'est que le féminin, qu'est-ce que c'est que le féministe, qu'est-ce que c'est... Bon, tout ça, c'est... on va mettre les mains dedans, sans espoir de pouvoir démêler quoi que ce soit, d'ailleurs, peut-être aujourd'hui... bon. Mais je craignais, par exemple, que Grand Central, le deuxième film que j'ai fait, ait vraiment eu le courroux des féministes. Et ne franchisse pas ce test. J'avais peur de ça. Parce que c'est pas parce que je suis une femme, et une femme féministe par ailleurs, mais c'est un autre débat, que mon cinéma est un cinéma féministe. Ou que mon cinéma est pas un cinéma pétri de représentations qui sont de l'ordre du cliché, d'une libido très traditionnelle, peut-être même machiste. Je sais que je me suis fait allumer au moment où je filme Léa Seydoux avec un petit short hyper sexy, un body sans soutif, avec les tétons qui pointent. Je sais qu'à ce moment-là, 2 ou 3 femmes me disent quelle représentation... C'est un stéréotype. Absurde, oui. Alors, Laurel, on entend... j'ai choisi sciemment ce premier épisode parce que je trouve qu'il représentait assez bien, je pense, ce que tu as envie de faire dans ce podcast. Pourquoi tu as eu envie de créer ce podcast? Dans quel but? Pour faire entendre quoi? Dire quoi? Ça m'émeut beaucoup de l'entendre parce que je l'ai fait il y a vraiment...
Oui, il y en a eu beaucoup d'autres ouais, depuis. Il y en a eu beaucoup depuis, et puis l'émission, elle a aussi un peu évolué, même dans mon esprit, même dans mon approche. Mais à l'origine, c'était le besoin de créer un espace de parole exclusivement féminin. Donc c'était une démarche en fait assez radicale politiquement, même si ça en a pas forcément l'air. Mais l'envie, elle est partie en fait du constat de l'absence de la parole des femmes dans la société en général et dans les médias en particulier. Je travaillais pendant 1 an à la télévision et je l'ai vécu dans ma chair. C'est-à-dire que quand je parlais 1 minute 30 dans une émission d'1 heure, c'était un très très beau score. Et puis il n'y avait pas que mon vécu à moi, il y avait aussi les invités et j'ai pu constater ce qui est sans cesse dénoncé par les féministes, notamment l'association à laquelle j'appartiens, enfin le collectif plutôt, Prenons la Une. Voilà, quand une femme parle, elle est interrompue, on détourne sur l'attention sur son apparence, il y a tout un tas de mécanismes qui font que la parole des femmes n'arrive pas à atteindre l'audience. Donc je me suis dit créer un espace où pendant 1 heure on n'entend qu'une femme parler sans qu'on l'interrompe. Tu as choisi des femmes, on va dire, célèbres ou exceptionnelles. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ne pas mélanger les anonymes et les célèbres? Voilà. Comment tu as choisi ça? Je pense que j'avais besoin d'attirer l'attention. Quand j'ai lancé La Poudre il y a 1 an, le premier épisode c'était vraiment il y a tout pile 1 an, on parlait pas beaucoup de podcasts, c'était quelque chose qui restait, c'était en train de commencer à frémir dans la société, dans les médias. Et je me suis dit, pour attirer l'attention, il va falloir que je mette des noms un petit peu prestigieux. J'ai harcelé Virginie Despentes pendant 6 mois. Je regarde Géraldine parce qu'elle l'a eu elle, donc je suis un peu... On va l'écouter juste après. Mais je me disais qu'il va falloir, pour que les gens viennent écouter mon petit truc, il va falloir qu'il y ait des personnages intéressants, des noms d'appel, quoi. Et tu dis que ça a beaucoup évolué alors depuis ce premier épisode, c'est-à-dire qu'est-ce que dans ta réflexion, dans ce que tu veux faire, dire? Je pense que même mon savoir sur les questions féministes, il a évolué déjà depuis. J'ai fait un master en études de genre, j'ai eu ma première année et je pense qu'il y a des questions que je posais avant, que je pose plus maintenant parce que je les trouve finalement porteuses elles-mêmes de certains stéréotypes que j'ai plus envie de véhiculer. Comme quoi par exemple? Il y a cette question de l'utérus en fait qui est devenue hyper emblématique de l'émission, que quand je la pose pas, je reçois des mails genre pourquoi tu l'as pas posée. Oui, donc tu poses une question à la fin, alors du coup c'est... Alors je demande systématiquement à toutes les femmes quel rapport avez-vous avec votre utérus. Et c'est une question que moi j'avais écrite en pensant avoir des récits un peu gynécologiques. Moi, j'ai des trucs à raconter sur mon utérus qui concernent mes césariennes, mes grossesses, mes règles, des choses que je trouvais... j'avais envie qu'on ait une discussion sur ces questions-là. Et en fait, finalement, les réponses sont toujours surprenante et très, très belle. Donc voilà, mais après, est-ce qu'une femme a forcément un utérus ? Ben non. Est-ce que réduire une femme à son utérus, c'est pas encore faire quelque chose qu'on n'a pas envie de... Voilà. Mais bon. Tu as évolué avec ton émission ? J'ai évolué avec mon émission. Et puis j'invite aussi maintenant des personnes qui sont pas forcément... qui ont des profils peut-être plus, disons, en société civile. Latifa Ibn Ziaten, c'est une personne très médiatique, mais elle ne correspond pas aux personnes qui étaient plus des artistes ou des hommes ou des femmes politiques. Parce que moi, il y a une question aussi, peut-être que tu as voulu évoluer là-dessus. On parle, Rebecca Zlotowski parle de féminin, féministe, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que, est-ce que ton podcast, parce que tu n'évoques pas forcément que les questions féministes, tu parles aussi beaucoup de féminin. Ouais. Et du coup, la question de la féminité dans le féminisme, c'est quand même une question qui est quand même assez critiquée, réfléchie, la question du genre, etc. Donc ça, pareil, est-ce que tu as évolué là-dessus ou est-ce que tu veux vraiment rester sur quelque chose de féminin ? Sur le site, c'est pas marqué un podcast féministe. Non. Mais en fait, la démarche est féministe. Moi, je suis féministe, mais mes invités ne le sont pas forcément. Et les questions qu'on évoque, en fait, c'est du personnel, et le personnel est politique. Tu le sais, c'est quelque chose qui revient dans le discours féministe très souvent. Et ce que j'aime bien avec La Poudre, c'est que je touche des gens. Moi, j'ai travaillé au magazine Elle pendant longtemps, donc il y a des gens qui me suivent de cette époque-là, qui ne sont pas forcément des femmes
militante, pas forcément woke sur ces questions, et qui écoute l'émission comme quelque chose plus de l'ordre de la culture, du loisir, pas avec une perspective militante. Et pourtant, à travers des récits de femmes qui, par exemple, des femmes qui sont pas nées en France, qui sont arrivées en France, qui ont dû apprendre la langue, qui ont dû, enfin, je sais pas, moi, je pense à Ramayad, par exemple. On a une image de Ramayad qui est extrêmement flamboyante, le succès, le gouvernement. Mais quand on prend vraiment depuis le début de sa vie les combats qu'elle a dû mener, les injonctions contre lesquelles elle a dû lutter, le racisme et le sexisme qu'elle a subi, je pense que ça éveille en fait à ces questions-là, sans que ce soit forcément présenté d'une façon militante ou théorique. Donc voilà, c'est du féminisme souterrain, un peu caché. Géraldine Saratea, toi aussi, dans ton podcast, tu reçois des personnalités, on peut dire aussi, qui viennent se raconter, mais tu abordes les choses un peu différemment, puisque tu abordes leur parcours sur le prisme du genre. Il y a des hommes, il y a des femmes, tu abordes la question de la féminité, mais aussi de la virilité, des masculinités. Alors, on va écouter un extrait du premier épisode. J'ai pas pu résister quand même à mettre un extrait du premier épisode, donc Virginie Despentes. Voilà, j'ai juste fait un petit montage pour qu'on entende le générique qui dit beaucoup de choses, et puis un extrait de l'émission qui était prise en cours. Voilà, Virginie Despentes. Nova. Dans le genre de Virginie Despentes. Quel genre? grande gueule, Icône. élégante, Dans le genre de femme fatale. Ouais, ce genre-là, ça me les casse. puissant, Masculin. musclé, séducteur, Séductrice. Féminin. Agressive. Raffinée. Dominatrice. Macho. C'est pas mon genre. dans le genre de l'émission qui vous plonge au cœur de l'identité et des genres. Non, je me trouve pas féminine. Et c'est pas quelque chose que je me demande souvent, et c'est pas quelque chose que j'aurais envie d'être. Et j'aurais l'impression que c'est plutôt quelque chose d'un peu piégé d'essayer d'être ou pas féminine, en fait. Que ce serait plutôt comme une fausse limitation ou un impératif qui me servira à rien. J'ai été marquée par une réponse que Catherine Breillat avait faite, comme si tu partais dans ta vie avec un petit capital dignité, et chaque fois que tu t'écartes du droit chemin, tu perds de ton capital féminité, alors que j'ai l'impression que la masculinité par opposition est beaucoup moins surveillée. En ce qui me concerne, j'associerais plutôt la féminité à tout ce qui n'est pas puissant, indépendant, quelque chose qui serait défini par rapport au masculin, défini par rapport à ce qu'il n'est pas, défini par rapport à une douceur qui serait une vulnérabilité, par rapport à quelque chose de très adolescent ou enfantin, ou de l'impuissance. Moi, ce que j'appellerais typiquement féminin, c'est s'occuper de savoir comment les hommes vont. Les aimer, est-ce qu'ils m'aiment, et ça, je peux pas dire que ça n'a pas été important, mais ça n'a pas été central. Quand je suis tombée amoureuse d'une fille pour la première fois, ça faisait déjà des années que j'étais énormément en contact avec des lesbiennes et avec le milieu lesbien, et que j'y étais bien, et donc j'avais l'impression que si moi je tombe amoureuse d'une fille, ça changeait rien. Et en fait, un des premiers détails qui m'a choquée, marquée ou surprise, ça a été de découvrir que, par exemple, je ne pouvais plus lire les féminins. Je lis beaucoup la presse, en général, je lis toute la presse, mais je lisais aussi les féminins. Et brutalement, en quelques mois, je pouvais continuer à lire Elle ou Gracia, mais ça ne me concernait plus. J'avais l'impression que tout est orienté de la publicité au rédactionnel pour expliquer aux femmes quel genre de rapport elles doivent établir avec les hommes. Et brutalement, ce rapport-là de séduction avec les hommes, il tombait. Et donc, du coup, tombait toute une préoccupation de la féminité. De la même façon, tombait toute une préoccupation sur la maternité. Moi, la première fois que je tombe amoureuse d'une fille, j'avais 35 ans, donc c'était vraiment les dernières années où ça devait me préoccuper. Ça a cessé de me préoccuper pareil, dans quelques semaines. Et une fois que c'est tombé, je me suis rendu compte que je regrettais rien de ce qui était tombé, que j'y perdais rien. Que c'était simplement comme être soulagé d'un fardeau ou d'un boulet. Dévaste-moi, essouffle-moi, envahis-moi, pille-moi. Alors
comment ça a émergé, cette idée d'émission, et avec cet angle-là, le genre? En fait, ça s'est passé que l'actionnaire de notre journal avait racheté Radio Nova, qui sont venus faire une réunion en nous disant si vous avez des idées, venez nous voir. Et en fait, je suis venue avec cette idée comme ça en disant je veux faire un truc sur l'identité. Enfin, c'était un peu de me dire qu'est-ce qui m'intéresse dans mon travail depuis presque 15 ans, finalement, ce que j'aime et qui est plus forcément... ce que la presse actuelle valorise, c'est des choses très longues. Ce que je préfère faire, c'est des interviews très longues ou des portraits où j'ai l'impression d'avoir une relation un peu personnelle avec la personne que je rencontre. Et ce qui m'intéresse aussi à titre professionnel, et je crois à titre personnel depuis que je suis enfant, c'est ces questions-là en fait. Donc ces questions de quand moi j'ai eu des petits problèmes avec les codes traditionnels de la féminité, c'était pas évident pour moi, et je pense que du coup j'ai appris assez vite à décoder qu'est-ce qui était féminin, qu'est-ce qui l'était pas, qu'est-ce qui était masculin. Enfin, ça a été des questions qui m'ont beaucoup occupée. Et ensuite, tout ce qui est féminisme, genre, ça m'a beaucoup intéressée. Je l'ai un peu couvert pour les Inrocks à une époque. J'ai lu un peu ces livres-là, et j'ai eu envie de faire une émission, mais qui soit pas une émission prétentieuse ou théorique ou comme ça, mais d'essayer de... Ces questionnements, ils appartiennent à tout le monde, j'ai l'impression, aujourd'hui, pas seulement à des universitaires, et de voir un petit peu ces récits qui nous composent. Parce que c'est aussi des récits, des représentations, et c'est pour ça que je ne me suis pas limitée non plus au féminin, ou au féminisme, parce que la virilité appartient aussi aux femmes, et ce qui m'intéressait, c'était de voir ce que chacun y mettait. Et puis aussi, essayer de retracer un peu le parcours d'une personne. Bon, alors Virginie Despentes, elle parle particulièrement bien, hein, elle a un discours particulièrement articulé sur ces questions-là. Ce n'est pas le cas de tous mes invités. Mais voilà, je trouve que j'essaie de faire un équilibre entre des gens dont c'est vraiment le travail. Là, récemment, Léonora Miano, comme ça, c'est des gens qui ont des convictions fortes et c'est articulé. Et puis des gens qui m'intéressent dans un champ plus pop, et voilà, essayer de mixer ça. Oui, il y a aussi beaucoup de musique. À chaque fois, tu demandes aux invités. Ouais, alors ça, c'était le pilote, hein, donc il est particulier parce que on l'a fait avec un seul micro. J'ai été voir Virginie, et puis donc on l'a fait comme ça. La structure, je l'ai trouvée petit à petit aussi. J'ai mis 3-4 émissions à la trouver. Moi, j'avais jamais fait de radio. Et en fait, j'ai trouvé que... Je lui avais demandé de choisir des chansons, mais en fait, après, j'ai trouvé que c'était vraiment un truc qui donnait aussi une couleur à l'émission, de demander à chaque fois à l'invité de choisir des chansons en relation avec ces thématiques-là, ou avec lesquelles il a une relation particulière, qui parle de son enfance ou de son adolescence. Et du coup, ça leur permet de parler d'eux aussi d'une façon où... ça m'intéressait les identifications aussi quand on est... moi, je crois que ça a beaucoup joué dans mon rapport à la musique, où moi, j'ai beaucoup écrit sur la musique. Et les rockstars et tout ça, voilà, c'est aussi des virilités, des féminités qu'on élit tout d'un coup, et on les aime pour ce qu'ils chantent, mais aussi pour ce qu'ils représentent, pour la façon dont ils bougent, leur sexualité. Donc voilà, c'était un peu jouer avec ça. Et c'est vrai que tu poses tout le temps à tes invités, que ce soit hommes ou femmes, s'ils se sentent virils. Ouais. Ça, la question de la virilité, des masculinités, c'est quelque chose que tu voulais vraiment aborder. Tu avais l'impression que c'était pas abordé ailleurs. Oui. Ça, j'ai commencé, en fait, c'est devenu un gimmick. Je la pose quand ils arrivent dans le studio. Alors, au tout début. Et j'ai remarqué que ça donne des choses très marrantes. Même des fois, s'ils disent 2 mots. Ouais, ça dit toujours quelque chose de la personne. Je sais pas, quelque chose qui va dire. Il y en a une qui m'a dit. Je me trouve pas, ou je sais pas, c'est toujours comme une espèce de vérité comme ça. Je trouve que ça donne des choses intéressantes, quoi, parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'on nous pose cette question, en fait, de comment vous percevez, en gros, quoi. Donc voilà. Et puis c'était aussi envie que les gens parlent différemment dans la presse habituellement. C'est-à-dire pas de promo, quoi. Stop. S'il vous plaît. On fait ça dans nos boulots, hein. Mais là, du coup, je leur parle pas vraiment de ce qu'ils font, ou un petit peu parfois, mais on n'est pas là pour faire la promo de leur dernier bouquin ou de leur dernier disque. Et du coup, je trouve qu'ils parlent un peu différemment aussi. Et ça me plaisait d'essayer ça. La notion de genre, on sait à quel point la notion de genre est attaquée. Est-ce que tu as eu des retours, des choses ou non? C'est quelque chose qui est passé. Tu veux dire quoi, d'attaque? Oui, sur la notion de genre, sur la notion d'interroger. Non, pas du tout. Après, on est sur Nova aussi. Je pense que la manif pour tous n'est pas forcément branchée là. Mais non, j'ai eu aucune. Les gens qui m'ont écrit, c'était toujours des choses très, très, très gentilles, en fait, très positives.
Alors Victor, justement, toi tu as lancé un podcast qui est consacré spécifiquement aux masculinités. Tu voulais parler des hommes parce que tu répètes souvent, parce que le féminisme c'est pour les femmes et pour les hommes. C'est ce que tu dis dans le générique, je crois. Ouais, ou en tout cas, début d'une émission, je dis ça. Donc on va écouter un extrait du dernier épisode sur les masculinités noires. Tu recevais Insa Sané et Dédé Cabal qui ont tous deux contribué à l'ouvrage collectif de Marianne et le garçon noir, dirigé par la romancière Léonora Miano. Donc c'est pareil, j'ai pas mis l'extrait de. On va écouter donc c'est la fin du podcast où tu les as interrogés sur leur représentation personnelle. Ah oui, forcément. Attendez. Si on parle de vous personnellement, avec quel modèle d'homme vous avez grandi et quel est le modèle que vous voulez incarner? Alors là, on arrive à une question qui est très très épineuse. C'est-à-dire que moi, je suis un jeune noir de Bobigny, d'accord, et à l'époque, mes modèles, je le dis honnêtement, c'est Mike Tyson, Bill Cosby. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, je veux bien que vous explicitiez. Bill Cosby est quand même très très mouillé dans une affaire très très dégoûtante de viol à répétition sur pas mal de personnes. Mike Tyson a été écroué pour viol. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est déjà dans l'ambiguïté du masculin, quoi. C'est-à-dire que, et c'est pas un truc qui est spécifique aux Noirs. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans quel type de modèle les hommes ont à disposition. Voilà. Michael Jackson, très compliqué. Donc, et moi, quand je suis devenu, c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure à 24 ans, quand je suis devenu noir à 24 ans, j'ai pris tout ça en même temps, quoi. C'est-à-dire que j'ai grandi sans père, comme ça peut arriver, comme beaucoup, et du coup, je suis obligé de fabriquer un modèle qui n'existe pas. Je suis obligé de partir de zéro, en fait. C'est-à-dire que j'invente un père que je n'ai pas eu du tout. J'ai pas du tout grandi avec lui. J'ai rencontré très très tard, et donc je me fabrique à partir de ce que je suis, de ce que j'ai, voilà. Et pour le coup, là, c'est vraiment la façon dont fonctionne avec mon épouse qui a fait que je suis qui je suis. Et vous, Insa? Moi, la figure paternelle, c'était ma mère. Mais même du vivant de mon papa, ma mère a toujours été le chef de famille. Elle a toujours dirigé, mais parce qu'elle vient d'une société matriarcale où c'est comme ça, où c'est normal. Malgré tout, et j'en reviens un peu à ce que disait Ded, c'est que pendant une période qui a été très longue, je m'intéressais à plein d'autres choses qu'aux filles. Et ma mère n'avait de cesse que de vouloir nous caser, les plus grands de la famille. Donc il y avait souvent des mariages, etc. Et puis, ouais, tu trouves pas qu'elle est mignonne, cette fille? Tu trouves pas que nanana, elle t'aime bien, etc. Ça m'intéressait pas. Au bout de quelques temps, elle m'invite à discuter avec elle. Et elle me dit, je trouve que tu t'intéresses pas assez aux filles. Tu sais, j'accepterais que tu sois homosexuel, on peut en parler. Donc il y a aussi ça, comment tu construis, quand on parle des violences des garçons faites aux filles, des violences sexuelles, c'est aussi avec cette éducation qui voudrait que un garçon, il est obligé d'être attiré par toutes les filles. Tout le temps. Tout le temps. Et il doit assurer tout le temps. D'ailleurs, dans le porno, on le voit très bien, l'homme, il doit être toujours en érection. On fait croire qu'un coït doit durer des heures. On fait croire à cette puissance masculine qui est complètement un mythe et qui est complètement infondée. Qui est fictionnel. Et surtout le plaisir de l'homme. Les points érogènes des hommes, on ne les interroge pas non plus. Surtout, c'est le culte du coït, quoi. Exactement. On est que dans les rapports génitaux, quoi. Exactement. Comme si la sexualité, c'était que ça. Exactement. Et donc, ma mère. Et puis, comme si, à propos de points érogènes, par exemple, c'est quand même très frappant l'oubli complètement, à part chez les homosexuels, de l'analité, par exemple. Exactement. Alors que oui. C'est à l'évidence une zone érogène physiologiquement. Enfin, ne serait-ce que la poitrine. Oui, aussi. Aussi. Bien mais sûr. Dès l'instant où tu vas en discuter avec tes potes, ils vont te dire « Mais t'es un pédé, toi, en fait !» Donc, il y a toutes ces interrogations sur notre corps, mais sur le corps des filles qu'on connaît très peu. Et également, en tant que garçon, les filles en savent plus sur les garçons que le contraire, qui se posent. Et ma mère, elle a beau avoir vécu dans une culture matriarcale, elle a beau s'être imposée, c'est une figure également... je vais pas dire c'est une militante féministe, mais
de par son caractère, de par ce qu'elle a réussi à faire, gérer 8 enfants toute seule, en leur inculquant des valeurs de base, eh ben, ça fait d'elle une femme forte. Mais n'empêche qu'elle a gardé ce truc-là, et cet épisode, je le garde encore en mémoire, parce que c'est aussi comment même les femmes voient les hommes. Alors, voilà, Victoire, comment ça s'est mis en place ce podcast? Pourquoi tu as eu envie de faire un podcast sur les masculinités? En fait, ça me fait plaisir là d'entendre Dépendre, parce que moi j'avais 16 ans quand King Kong Theory est sorti, et quand je l'ai lu, et en fait elle dit il faut que les hommes regardent aussi où est-ce qu'ils en sont, et ils adorent parler des femmes parce que ça leur évite de parler d'eux-mêmes en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait aussi, parce que je vis avec des hommes. Je dis au début de ma bande-annonce que je suis hétérosexuelle, donc en étant féministe, c'est un problème en fait. Enfin, je trouve que parce que du coup on couche un peu avec l'ennemi, donc donc moi j'aime bien regarder les hommes, quoi. J'aime bien regarder comment ils sont fabriqués. Puis en plus c'était assez clair pour moi qu'ils sont vraiment construits, ils sont vraiment fabriqués comme nous on est fabriqués et construits. Et je trouve que c'est extraordinairement libérateur, et c'est vraiment l'émancipation de comprendre comment on est fabriqué. Et donc les hommes doivent le faire aussi, et aussi parce que c'est une des clés pour moi de la lutte contre la domination masculine en fait. Pour démystifier, pour dénaturaliser, pour pas se dire oui mais bon les hommes dominent parce que les hommes sont des hommes, tu sais, c'est naturel et tout ça, et c'est pas vrai en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça. Et ça, tu revendiques justement que ton podcast est féministe en ce sens? Oui, alors évidemment il y a une ambiguïté, parce qu'en fait le seul, ça peut être difficile au début à voir, parce que à l'université, ça fait longtemps qu'on étudie les hommes dans les études de genre. Donc il y a des études aux États-Unis, il y a des départements même de masculinity studies et tout ça. Mais en fait, dans le discours populaire, ceux qui ont un discours sur les hommes, c'est les masculinistes. Donc, c'est des hommes qui pensent qu'ils sont victimes, donc ils passent leur temps à pleurer sur leur sort en disant qu'ils sont dominés par les féministes, ils sont castrés, ils sont dévirilisés, qu'il est temps qu'ils reprennent le pouvoir et tout ça. Il n'y a que eux qui parlent de ça. Enfin, j'ai eu l'impression. Donc, mais moi, je pense qu'on peut vraiment le faire d'une manière féministe, quoi. C'est quoi, une manière féministe? C'est d'abord de ne jamais perdre de vue que les situations ne sont pas équivalentes. Donc c'est pas oui, les femmes sont victimes, mais bon, les hommes aussi, parce que quand même ça leur fait du mal et tout ça. Non en fait, parce qu'on est dans on est dans une, il faut toujours replacer ça dans un rapport de domination. Oui, dans le rapport de domination, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils sont dominants. Là, c'est un groupe dominant, mais ça a un coût. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même dominants, pour certaines catégories. Donc, c'était de replacer ça dans cette perspective-là, de ne pas dire que c'est équivalent, quoi. Et tu m'avais expliqué aussi que tu avais voulu te faire confiance sur ce sujet, que toi, tu lisais beaucoup de choses sur ces questions-là depuis longtemps, et que ça n'avait pas forcément écho là où tu travaillais, là où tu proposais, et là, tu as eu envie vraiment de te faire confiance, quoi, de créer ce podcast, d'y aller. Oui, en fait, ça a coïncidé avec... j'ai fait j'ai fait plusieurs contrats dans diverses rédactions, et c'est vrai qu'à chaque fois que je parlais de ces sujets-là, on m'expliquait toujours... Des chefs hommes m'expliquaient toujours que c'était vraiment pas du tout intéressant, que je me souviens d'un été passé à France 2 à vouloir faire un sujet sur le harcèlement de rue, et que tous mes chefs me disaient que ça n'existait pas. Donc voilà, et en fait moi à la fin j'ai fini par y croire aussi. Je m'étais dit oui, en fait c'est pas vraiment un sujet, c'est vrai que voilà, et ça a recommencé encore et encore. Bon, finalement j'ai arrêté de travailler dans des rédactions comme salarié à temps plein, je veux dire, et j'ai rejoint un collectif de pigistes qui s'appelle les Journalopes, donc on n'est que des filles, et je leur ai parlé de ce sujet-là, et elles m'ont dit mais oui, mais vas-y, c'est vraiment intéressant et tout ça. Et je me suis dit ok, là je vais le faire, et le premier qui m'explique que c'est pas intéressant, je le crois pas, par contre là je vais le faire. Voilà. Alors, avant de poursuivre les écoutes, je voulais revenir sur la question de la conversation, parce que notamment Lorraine et Victoire, vous avez mis en place un ton vraiment de conversation avec vos invités. Vous n'hésitez pas même à dire vos hésitations, quand vous ne savez pas, vous le dites, quand vous êtes étonné, vous le dites. Vous n'avez pas peur vraiment d'instaurer quelque chose de très, très fluide comme ça. Pourquoi vous avez voulu avoir cette forme-là? Pourquoi c'était important pour vous en termes de podcast et en termes de féminisme? Oui, c'est vrai que moi je leur dis quand j'ai pas bien compris ou quand je sais pas et tout, parce que je pense qu'il faut pas faire semblant. Puis en plus c'est vrai que je trouve que des questions comme ça, on est tellement pris dedans
par exemple, moi, je parle souvent de mon copain là dans les podcasts, parce que c'est vrai, c'est l'exemple d'homme que j'ai sous la main. Enfin, je le vois faire et tout, donc j'en parle, je raconte des trucs perso un peu et tout ça, parce que je trouve que c'est, faire comme si on était hors de ce sujet-là, en fait, on est pris dedans, donc voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi de garder ce ton-là. Et Lorraine ? Moi, je pense que le podcast, en fait, il a peut-être une vocation un petit peu pour les féministes et pour les femmes en général de safe space, comme on emploie dans le vocabulaire militant pour parler d'un espace où la parole est complètement libre, elle n'est pas entravée. C'est-à-dire quand les femmes sont entre elles vont peut-être plus facilement parler d'un viol qu'elles auraient subi. Il n'y aura pas un homme pour dire attention, on n'est pas tous des violeurs, et la parole va pouvoir se déployer. Et j'ai l'impression que dans la poudre, ce que j'essaye de reconstituer, c'est ce type d'espace, donc voilà, avec une parole qui est bienveillante, qui est aussi personnelle, intime, pour que ce genre de récit émerge. Et c'est assez fou de voir les confidences en fait que je recueille dans ce contexte conversationnel, quoi. Géraldine, il y a aussi un peu ce ton-là, mais peut-être un petit peu moins. Est-ce que c'est dû au fait que votre podcast, et c'est avant tout une émission de radio, justement, oui. Là c'est un peu la différence avec les deux autres podcasts qu'on a entendus. Est-ce que vous auriez... Voilà, c'est un choix aussi de rester dans des cadres un peu plus traditionnels, quoique vous êtes quand même dans une conversation aussi. Ouais, parce que là sur le premier, j'intervenais pas du tout, oui, quasiment, mais ensuite sur les autres un peu plus, mais assez peu. Et il y en a qui me disent, quand ils arrivent, ils me disent mais en fait on est chez le psy là. Alors je leur dis non, mais non, c'est pas comme ça chez le psy. Je leur dis mais il y avait un truc de jouer avec ça quand même, je veux leur laisser beaucoup de temps et beaucoup de paroles, et je les laisse hésiter, je les laisse chercher parfois. Enfin, il y a un truc on est dans un studio, je ferme toutes les fenêtres. Alors au début, on ils étaient là, bon, donc je ferme les rideaux, tout ça, machin. Donc on est vraiment que deux. Et il y a une espèce de bulle comme ça. Et puis, des fois, ils parlent de trucs quand même très intimes, très personnels, de leur histoire. Et je trouve qu'il faut aussi, je les regarde pas forcément. Enfin, j'avais envie qu'il y ait une parole qui puisse s'exercer un peu librement. Donc, je suis pas dans un truc de copain avec eux, en fait. Il y a un truc j'essaye de m'effacer un petit peu et d'écouter ce qu'ils disent vraiment. Voilà, un truc d'écoute comme ça. Peut-être que si je vous demandais, est-ce que cette conversation, c'est pas aussi pour vous avez cette envie de vous démarquer vraiment d'une émission de radio traditionnelle, c'est vraiment quelque chose au départ où c'est plus le thème et le... Oui, c'est vrai que, moi j'ai un peu discuté, donc moi je le fais chez Binge Audio, et on a un peu discuté de ça, du fait qu'on voulait pas que ça ressemble à une émission avec les codes de radio de France Culture, où ça ne se fait pas d'avoir ce ton de conversation et tout ça. Donc oui, le podcast, ça permet ça aussi, ça paraît plus spontané en fait. Est-ce que c'est pas plus compliqué même à mettre en place ? Est-ce que pour que ce soit bien, une conversation, ça doit pas être encore plus travaillé ? Comment vous le vivez quand vous le préparez, je sais pas, Lorraine ou... Oui, c'est une préparation assez énorme. S'enfermer dans une pièce avec quelqu'un pendant 1 heure en disant qu'on va vraiment parcourir toute sa vie, tout son parcours, ça demande de bien le connaître en fait, ce parcours. Donc moi je sais que je potasse mes invités à mort avant chaque rencontre, parce que les questions que je pose en général, je m'attends à une réponse, et il y a des fils que je vais pouvoir tirer de la réponse. C'est tout un travail de broderie en fait, pour arriver à sortir ces mots, et voilà, ça paraît peut-être informel, mais c'est quand même quelque chose qui est assez cadré. Moi, mes questions, je les écris toutes vraiment avec chaque mot. Après, évidemment, je m'autorise à rebondir au fil de la discussion, mais voilà, je sais très bien où je veux aller, et c'est pas si informel au fond que ça en a l'air à l'écoute. Et est-ce que vous montez vos émissions toutes les trois ou Quasi pas. Non. Et Géraldine ? Alors moi, pour faire venir mes invités, je leur dis, ça ne prendra qu'une demi-heure, c'est une conversation sans aucun montage. Et en fait, je monte quand même un peu. C'est un peu plus long parce que, on en parlait là juste avant, mais en fait, comme c'est pas en direct, et puis c'est très low cost, comme, on est dans une petite pièce, puis en fait, on a le temps et tout ça, donc on peut décaler un peu, et ça donne des choses intéressantes, et donc parfois et des choses moins intéressantes. Donc moi, je m'autorise à faire des petites coupes, quoi. Voilà. Géraldine, vous montez aussi, oui. Alors, on va poursuivre avec 2 autres formes de conversation aussi dans le podcast. Mais alors là, donc, on va écouter les podcasts Exel et Quoi de Meuf. Et les conversations, elles se font entre vous. Il n'y a pas d'invités. Exel, vous avez quand même eu des invités dans le deuxième. Mais en tout cas, les premiers, vous êtes en conversation avec vous deux. Donc, du coup, on va commencer, Marty et Adama, pour écouter on va écouter le teaser du podcast Exel.
Je crois que je suis en train de dire une bêtise en fait. Je ne sais plus si c'est le teaser ou si c'est pas le teaser. Bon, écoutez, on va écouter, je vous le dirai après. Lâcher prise. Se recentrer. Explorer. Prendre le temps. Se libérer. Éclore. S'apaiser. Progresser. Grandir. S'ancrer. Ou shader. Ma vision d'Exhale, c'est que dans une société, un quotidien où les choses sont parfois lourdes, où les choses vont aussi vite que nos émotions se bousculent, c'est qu'il est important de s'accorder du temps. Du temps pour accueillir tout ce qui se présente à nous, négatif comme positif. Du temps pour penser, du temps pour parler, du temps pour être, simplement être. Sans le poids des attentes que le monde peut projeter sur nous, ou même celles que l'on peut avoir pour nous-mêmes. Et pour ça, s'accorder une certaine bienveillance, une certaine indulgence, quels que soient nos choix, nos expériences, nos tâtonnements ou nos réussites, peut être vital pour certaines d'entre nous. Rien de facile, c'est sûr, mais quand on prend conscience qu'on n'est pas seul, qu'on n'est plus seul, on peut cheminer avec beaucoup plus d'aisance, peu importe le poids sur nos épaules. Il n'y a pas de solution miracle, juste une fenêtre vers des échanges sans tabou ni jugement. C'est ça, Exhale. Je crois qu'on sous-estime l'importance d'échanger avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous. Et pourtant, on voit et on sent tout de suite le bénéfice de telles démarches, surtout dans un contexte de prise de parole et de réappropriation aussi vif. On se sent tout simplement mieux en ayant la réassurance d'être comprise, sans plus d'efforts que ce qu'on a à raconter. Ce qui permet d'adopter un ton bien plus léger. L'idée est de ne pas rester confiné dans la frustration vécue au quotidien. Voilà ce qu'est Exhale pour moi. Et voilà, c'était l'épisode 0 d'Exhale, histoire de vous en dire un peu plus sur le projet et nous présenter par la même occasion. Y a Marty qui va vous détailler un peu plus ce qu'on compte faire. Oui, nous aimerions beaucoup inviter des personnes à nous rejoindre sur le podcast Exhale. Et à l'avenir, on pense aussi à des sessions yoga, des sessions sophrologie, pourquoi pas se réunir autour de brunch pour quelques discussions entre nous. Yes, et en attendant le numéro 1, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Notre nom c'est Exhale by Atouba. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits mails, des suggestions. Notre adresse email c'est exhale@atouba.com. Et d'ici là, n'oubliez pas d'exhaler. Alors Marty et Adama, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu l'envie et même sans ressenti le besoin de faire ce podcast, quelle attente il y avait pour ce podcast? En fait, le podcast est né par extension à la plateforme Atouba. La plateforme Atouba avait déjà été pensée avec le podcast. On a mis un peu de temps à le sortir. L'idée, c'était d'avoir une réflexion ou une projection aussi de nos expériences et de pouvoir échanger dessus, libérer une certaine parole. Après, c'est vrai que en tant que femme noire, en termes de ressources, il y a énormément de ressources anglophones, des podcasts qui pouvaient aborder le bien-être des femmes noires dans le monde anglo-saxon, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment en France. Donc c'était un peu de décliner ça, mais à notre manière, et de pouvoir injecter un peu de nos expériences dans notre contexte francophone. Là, vous auriez pu faire un podcast sur l'afroféminisme ou sur le militantisme, féminisme noir en France. Et c'est pas du tout, là vous me disiez, vous c'est pas du tout votre objectif, c'est pas un podcast. Vous hésitez même à dire que c'est un podcast féministe parce que c'est pas militant. Alors pourquoi vous avez choisi cette voie-là plutôt que de faire quelque chose plus directement sur le féminisme? On a choisi de faire un podcast qui traite de la santé mentale et du bien-être des femmes noires francophones parce qu'elles existent. Les femmes noires existent. Et en fait, dans la conversation qui porte
sur le bien-être de façon générale n'est pas traitée, et particulièrement en France, n'est pas traitée la spécificité de l'identité noire. Maintenant, l'afroféminisme, c'est pas un label dont on veut se distancer. La thématique elle-même est en vérité féministe, elle est afroféministe. Et les personnes, justement, quand on regarde outre-Atlantique, il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur le propos, notamment Bell Hooks ou Audre Lorde. Mais oui, c'est quelque chose d'afroféministe. Mais en soi, quand on essaye de participer à une discussion bien plus générale, en fait. Et le fait est que si on met un label afroféministe sur le podcast Exhale, c'est un peu occulter le message, ce qu'on essaye de véhiculer, le contenu qu'on produit, qui est centré quand même beaucoup autour de notre propre expérience, parce qu'on ne parle que de ce qu'on connaît. On parle du fait d'être noire en France, d'être une femme noire en France. Et on le voit beaucoup avec la plateforme mère, qui est donc Atouba. Lorsqu'elle est contactée, ou même lorsqu'on parle d'Atouba, on dit que c'est une plateforme qui est créée par des femmes noires à destination de femmes noires. Et on occulte comme ça un petit peu tout le contenu. Aujourd'hui, la plateforme Atouba, c'est une plateforme qui référence plus de 100 artistes femmes noires. Et c'est complètement occulté. Nous, on veut faire partie de discussions autour de la culture, des arts, de la création. Et tout comme Exhale veut faire partie d'un contexte bien-être et santé mentale. Voilà. Et alors justement, vous aviez déjà donc la plateforme Atouba. Pourquoi passer au son ? Qu'est-ce que ça permet, le son, sur cette thématique du bien-être chez les femmes noires ? Comment vous avez... Le son permet d'une certaine manière d'installer un rapport intime qui est plus flagrant. Dans le ressenti aussi, le fait d'entendre une voix plutôt que de lire un simple article. Il y a ce côté, on rentre un peu dans le personnel aussi, comme disait Marty, on aborde des sujets qui nous concernent, qu'on connaît. On ne cherche pas nécessairement à donner des guidelines, à donner des directives aux gens. C'est vraiment pouvoir discuter sur nos expériences de vie au quotidien, dans le couple. On peut parler de santé mentale. C'est vrai que le terme bien-être, souvent, est associé à quelque chose de très holistique. On va parler méditation, mais en fait, le bien-être aussi, il y a ce côté regarder en soi, il y a ce côté pouvoir se libérer des choses qu'on subit, pouvoir parler des micro-agressions qu'on subit. Et comme on le dit dans le teaser, le fait de savoir qu'il y a des gens qui vivent les mêmes choses que nous, on peut en parler entre copines en plus, dans notre cercle amical. Donc c'est pouvoir étendre cette dynamique à d'autres et pouvoir continuer la discussion dans des cercles où habituellement on n'est pas forcément visible en fait. Et très concrètement, du coup, un exemple de ce que vous pouvez aborder entre vous et dans l'épisode 1 ou 2, sur là, vous parlez de santé mentale, par exemple, des choses très concrètes. Par exemple, on a pu parler de comment dealer avec quand on est une femme noire créative équilibrer sa vie professionnelle et sa vie artistique, par exemple. Dans notre prochain épisode, on va parler de la conscience, de l'éveil dans le rapport interpersonnel amoureux. Donc, c'est des thématiques qui vont du tout au tout. On peut parler de sexualité, on peut parler... c'est vraiment tout ce qui constitue tout le spectre d'expériences que des femmes noires ont, comme n'importe quelle autre femme, mais c'est vrai qu'on nous imagine pas en fait, on nous imagine pas dans une existence, dans un être, dans un endroit en fait. Donc c'est pour voir concrètement aborder ces sujets-là. Mélanie, vous avez aussi finalement fait le passage de l'écrit au son avec Quad Meuf. Alors on va écouter, et vous aussi, c'est une conversation donc, avec Clémentine Gallo. Ouais. On va écouter un extrait donc de la newsletter, newsletter, c'est plus une newsletter, le podcast Quad Meuf. Voilà, le premier épisode. Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les 3 semaines. Je suis Mélanie Wanga. Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. C'est parti. C'est bientôt Halloween. Bouh. Pour ce premier numéro de Quoi de Meuf, on a choisi du coup de vous parler des sorcières. Rire démoniaque. Historiquement, on peut tracer un lien entre la connaissance et les femmes et le fait que la société les ait condamnées pour leur savoir, en les désignant comme sorcières. Ouais, et donc en fait, on voit un peu des sorcières partout en ce moment. Mais pourquoi sont-elles en train d'émerger et de nous envahir ? Oui, il y a une sorte de retour en grâce des sorcières dans l'actualité. Et notamment, je crois que tu n'étais pas là à ce moment-là, c'était au mois de septembre. Pendant les manifs anti-loi travail, il y a eu un witch block anti-Macron avec des pancartes Macron au chaudron. Et c'était donc l'œuvre du comité anarchiste de Paris 7. Mais c'est trop bien, c'est des étudiantes sorcières. Ouais, c'est ça. Donc, salut les meufs, trop cool. Macron, fais gaffe à ton cul, les sorcières sont dans la rue. Et en fait, elles-mêmes se sont inspirées aux États-Unis de groupes de féministes / sorcières qui ont été à la marche des femmes à Washington en janvier. Ouais. Et ces filles, là aussi, ont jeté des sorts à Donald Trump pour essayer de l'exorciser de toute sa bêtise. Et donc, on a eu accès à la liste des ingrédients pour lui jeter un sort sur Internet. Et donc, il faut une carotte ou une bougie orange, une photo de Trump. J'aime bien, tu donnes la recette. De l'eau, du sel, une plume et des allumettes, si vous voulez le faire chez vous. Ça marche aussi sur les ministres. C'est ça, non contractuel, résultat non garanti. Mais bon, on espère quand même que ça marche. Et que visiblement, Trump, quand même, à part ses travel bans, il a pas réussi à faire passer grand chose. Ouais, la réforme de la sécurité sociale, que dalle. Bon, si, peut-être la guerre nucléaire, ça va arriver. La guerre avec la Corée. Mais bon. Donc voilà, on ne sait pas si c'est le fait des sorcières. Et en fait, elle-même s'était inspirée d'un groupe qui venait du mouvement de libération des femmes en 1968, qui s'appelait le Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Donc ça veut dire witch, voilà, en anglais. Bien joué les meufs. Et du coup, on voulait aussi parler du lien ancestral entre féminisme et sorcellerie. Donc on va faire ça remonte à loin. Ouais, petit point historique. Donc on peut dire qu'il y a eu une espèce d'embellie au Moyen-Âge vers le XIIIe et XIVe siècle, qui ont été plus ou moins égalitaristes. Mais bon, de manière générale, on peut dire que les femmes n'ont pas pu exercer la médecine jusqu'au XIXe siècle, plus précisément en 1875. Elles ne pouvaient pas accéder aux études de médecine déjà. Non, c'est ça. Et donc voilà, pendant super longtemps, la médecine traditionnelle a diplômé uniquement les mecs. Et les femmes, du coup, ont dû exercer parallèlement comme guérisseuse, herboriste, sage-femme, accoucheuse. Avec pas le même salaire, bien sûr. Ouais, sûrement. Et donc, au moment où la médecine officielle a pris de plus en plus d'importance, ce savoir-là, qui était considéré évidemment comme pas orthodoxe et qui était transmis de génération en génération, a commencé à péricliter, et les femmes ont été de plus en plus stigmatisées comme dangereuses. Voilà, je me suis permise de monter un peu parce que vous donnez justement, c'est un peu l'idée du podcast, vous donnez beaucoup d'exemples, vous parlez d'actualité féministe, vous parlez de livres, vous parlez de pop culture. C'était un peu ça, c'est quoi l'idée de transformer cette newsletter en podcast ? Ouais, c'est vrai qu'avec le podcast, on a repris un peu le concept de notre newsletter en l'adaptant et en partant sur un format conversationnel. De toute façon, notre newsletter, à la base, elle est elle-même conversationnelle. En fait, on a eu l'idée, comme on s'envoyait tout le temps des mails, des liens via Gtalk sur l'actualité féministe, on s'est dit, peut-être que si nous, ça nous intéresse, ça peut intéresser d'autres gens. Et c'est comme ça qu'on a commencé la newsletter. Et quand Lorraine nous a proposé de faire un podcast, on s'est dit qu'on allait essayer de garder ce même ton-là, en fait. Et alors justement, pareil, la même question que pour Marty Adama, le son, qu'est-ce qu'apporte le son ? Comment vous êtes sentie en enregistrant votre premier podcast ? Alors, moi, je suis une grande fan de podcasts. Ça fait 3-4 ans, pareil que Marty Adama. Je recherchais beaucoup de ressources dans le monde anglophone, en fait, parce que je trouvais qu'en France, c'était pas encore...
Enfin, il n'y avait pas encore ce que je recherchais. Donc effectivement, j'écoutais beaucoup de podcasts, mais sur des formats très différents, aussi bien les podcasts du NPR qui sont assez radiophoniques, et des podcasts conversationnels. J'ai vraiment découvert ce format-là via les États-Unis. Et du coup, pour moi, c'était un peu une évidence, parce que je trouve qu'avec ce format conversationnel, déjà, on crée quelque chose qui n'existe pas dans les médias grand public. Et en plus, on crée une proximité avec l'auditeur. Ce que je dis souvent, c'est que c'est vrai que quand on écoute les informations à la radio, on ne s'attache pas au présentateur. Alors que quand on écoute un podcast régulièrement, toutes les semaines, quand au bout d'un an, on a écouté la personne, on a un lien qui s'est créé, en fait. Parce que... c'est un lien intime, on l'écoute en allant dans le métro, c'est un peu comme lire un livre en fait, et du coup moi c'était ce que je recherchais en tout cas en termes de... Et est-ce que ça c'est aussi important, là en termes donc podcast, une nouvelle forme audio, mais est-ce que c'est aussi important en termes de féminisme, ça, ce fait de s'attacher à une personnalité, voilà, que ce soit dans vos différents... Je pense que c'est le cas de beaucoup de féministes, et on a tout un petit panthéon personnel de personnes auxquelles on s'identifie ou on s'attache. Moi je veux pas être l'idole de personnes, en fait, c'est pas ce qui m'intéresse. En revanche, j'aime bien l'idée de créer un peu une communauté de gens qui sont intéressés par les mêmes sujets. Et avec Quoi de Meuf, c'est vrai qu'on reçoit pas mal de mails de femmes qui nous lisent, et maintenant qui du coup nous écoutent, et qui nous disent « Ah, mais ça m'a rappelé un truc qui m'est arrivé il y a 2 ans. » Et moi, j'adore ça. J'adore vraiment ce lien qui se crée avec l'auditeur ou le lecteur. Il y a aussi un peu ça chez vous, Marty et Adama. Vous avez envie de créer des liens avec les auditrices et les auditeurs qui vous écoutent, de vous rencontrer après, vous faites des brunchs, choses comme ça. Ça aussi, c'était important pour vous? C'était un outil pour aller plus loin? Oui, c'est essentiel, parce que le but du podcast ou de nos conversations, c'est pas que ça reste entre nous deux. C'est vrai que le format conversationnel entre 2 amis, il y avait le côté où on se connaît déjà dans la vraie vie avant de commencer d'enregistrer. Et malgré notre lien, on est quand même très différentes l'une de l'autre. On vit des choses très différentes, et le fait de créer ce lien avec l'auditeur, ça continue même après l'écoute, comme par le mail ou même sur Twitter, des personnes qui nous écrivent, etc., qui nous suggèrent aussi des choses. Donc il y a ce côté aussi, comme on parlait encore de la visibilité des femmes noires, je pense que ça réveille aussi une émotion chez nos auditeurs et auditrices, où ils se rendent compte effectivement qu'ils sont plus tout seuls, en fait. Rien que moi personnellement, ce podcast m'apporte un apaisement dans ma vie de tous les jours, de pouvoir libérer comme ça des choses que j'ai sur mes épaules, en fait. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Mais juste pour reprendre ce qu'on disait notamment dans l'épisode 0, donc qui était le teaser, on parlait, l'une des premières choses qu'on disait, c'était inviter, venez, on veut partager, on veut rassembler. Donc ici cache bien en effet cet aspect, comme le disait Mélanie, rassembler autour des mêmes thématiques. Bon, ici en l'occurrence pour Excel, c'est rassembler autour des mêmes expériences. Et pour le coup, oui, les brunchs, on parlait de yoga, on parlait de sophrologie, ce sont des événements liés au bien-être et liés à la santé mentale qu'on souhaite partager ensemble. Aussi parce qu'on estime que autant il y a cette parole qui doit se libérer, on doit se soulager, mais autant il y a aussi cet aspect collectif de guérison quelque part et de partage. Oui, c'est sûr, un système de soutien aussi qui est mis en place pour ces personnes, justement, comme tu disais, oui, je ne suis pas seule, c'est pouvoir résonner en écho par rapport aux expériences. Donc, on se soutient. Alors, avant de passer aux questions peut-être du public, je vais vous demander à toutes, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est un engagement? Est-ce que, ou c'est juste la base, en fait? Est-ce que, parce que voilà, Lorraine, vous étiez journaliste chez Elle, Mélanie, vous êtes journaliste ailleurs aussi. Enfin, est-ce que le fait de décider de faire un podcast là-dessus, c'est quelque chose
c'est un engagement ou c'est ce qui devrait être partout ailleurs? Je ne sais pas, Mélanie. Mais... nous, Quoi de Meuf, l'origine, c'est un peu pareil que Victoire. En tant que journaliste, on arrivait parfois avec des sujets où on voyait en fait comment fonctionnait la presse française. Et on se prenait des portes, quoi. Moi, par exemple, j'ai bossé dans pas mal de féminins où on m'a dit non, mais on met pas de noir en couverture. Et c'est vrai que c'est des réalisations. Clémentine, pareil, elle a proposé plein de sujets sur le genre, notamment dans le cinéma, tout ça. Et systématiquement, on lui disait mais non, mais ça intéresse personne en France. Et du coup, quand on a créé Quoi de Meuf, à la fois la newsletter et du coup à la fois le podcast, c'est vraiment aussi pour aborder ces thématiques-là, parce que pareil, si nous ça nous intéresse, c'est évident qu'il y a d'autres gens que ça intéresse, on n'est pas les seuls. Et là, on voit de toute façon la presse grand public qui commence maintenant petit à petit à faire des verticales, à aborder des thématiques sur le genre et sur la race qui avant pour eux c'était un épouvantail, ils voulaient pas du tout s'y frotter, quoi. Donc, Lorraine Bastide, peut-être sur l'engagement, la posture, est-ce que vous restez journaliste ou est-ce que vous avez... Ah oui, alors complètement. C'est vraiment la première étiquette que je me colle, c'est journaliste. Mais c'est un engagement déjà total de ma part parce que j'ai vraiment changé ma vie. J'étais confortablement installée en CDI, rédactrice en chef OL, j'aurais pu laisser rouler comme ça. Et voilà, partir, créer une boîte, reprendre mes études, investir mes économies dans ce projet, c'est vraiment déjà en termes personnels un vrai engagement que j'ai mis là-dedans. Et parce que ma volonté, elle est de faire changer la société. Enfin, c'est aussi... mais je pense que le journalisme n'est pas incompatible avec cette idée d'engagement. C'est aussi parfois ce qu'on reproche aux chercheuses en études de genre, de perdre leur objectivité parce qu'elles sont féministes. Moi, je fais mon métier avec une rigueur extrême. Je pense être une bonne journaliste et je sais d'ailleurs que ce que j'adore chez Clémentine et Mélanie, c'est qu'elles sont hallucinantes dans leurs sources, dans la précision d'information qu'elles délivrent, sous le côté un peu conversationnel, un peu... disons, un peu léger en apparence de la conversation, il y a de l'information, il y a du background, de la culture, de la précision. Et je pense que c'est pas du tout incompatible, qu'on peut être bien journaliste, avec un projet de société politique. C'est pas du tout incompatible. Ouais. Victoire, peut-être, ou Géraldine, je sais pas si on sait. Oui, je partage vraiment cette idée-là aussi, que c'est pas... Moi, j'ai jamais trop créé l'objectivité journalistique, je pense que ça n'existe pas du tout, en fait. Donc, autant faire avec ce qu'on connaît, ce qu'on croit, ce qui nous intéresse. Et aussi, en termes d'engagement, moi, j'ai longtemps culpabilisé de rien faire de concret, pensais-je. Et Mona Chollet, que j'aime énormément, a cette phrase où elle dit elle dit que parler et écrire sont des actes à part entière. Et non, voilà, j'ai plus de culpabilité maintenant à me faire juste parler. Voilà, c'est important, c'est un engagement en soi juste de parler. Tu voulais dire un truc ? Moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est vrai qu'on parle du côté journalistique, mais le podcast n'est pas réservé, en tout cas, à des personnes du métier. Je pense que le podcast est un format qui permet justement à tout le monde de pouvoir... parler, de pouvoir mettre en avant leurs expériences. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pas un format qui est fermé, c'est pas un format qui est rigoureusement auquel on applique un cadre particulier. Donc ça donne beaucoup de liberté créative aussi comme format, comparé juste au format radiophonique, par exemple. Vous parlez beaucoup de réappropriation de la parole. Oui. Ça joue aussi dans la création de ces podcasts. Oui, totalement. Et si je peux me permettre de compléter, il y a beaucoup de podcasts féministes dans le champ américain. Il y a beaucoup de podcasts sur la culture afro. Et j'ai l'impression que faire un podcast, c'est quelque chose qui est pas cher, qui est assez facile. Faut un micro, faut un ordi, faut un logiciel de montage, et puis on peut se démerder avec un tout petit budget de production. Et je pense que c'est aussi un outil qui permet à des voix qui sont sous-représentées dans les médias, sous-entendues, d'émerger de façon forte. Et c'est un outil extraordinaire pour ça, dont je pense pas étonnant que le féminisme s'en saisisse. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On a un petit peu de temps, pas énormément, mais... Oui, bonjour, merci déjà, c'était trop bien.
J'avais une question, vous parliez justement de panthéon féministe. Est-ce qu'il y a, enfin il n'y en a pas toujours, mais est-ce qu'il y a des femmes ou des textes qui vous ont marqué, vous avez dit ça c'est fondamental pour le féminisme et dans votre construction de cette pensée Victoire, je sens que tu as envie de... il y a une super bibliothèque qui vient d'être créée chez Mona. Je vous conseille d'y aller. Non, mais on n'en a pas parlé. Ouais, voilà. Et donc il y a plein de femmes extraordinaires dans cette... Oui, chez Violette & Co. Il y a une newsletter qui s'appelle Books by Women qui est hyper bien aussi. Et personnellement, oui, Dépente, évidemment, ça devrait être obligatoire. Et Mona Chollet, pour moi, je trouve. Voilà. Et Lorraine, tu veux... Oui. Moi, il y en a beaucoup. Moi, je dirais tout Annie Ernaux. Je dirais Judith Butler. Je dirais... Alison Bechdel, je sais pas, il y a énormément de livres très marquants, féminins. Violette Leduc, qui c'est qu'il pourrait y avoir encore Virginia Woolf, allez un peu à toi. Vous avez tout dit. Non, mais par contre, ce que je trouve intéressant, je trouve ta question est très intéressante que tu lis au podcast, le fait de lire des livres et d'avoir des icônes, des textes, de références, parce que ça revient dans les émissions en permanence. Les invités citent toujours les livres qui ont changé leur vie. On se retrouve systématiquement à renvoyer vers des artistes, vers d'autres supports. Et donc, en fait, on a créé un club de lecture qui s'appelle La Poudre Lit parce que ça paraissait complètement naturel de prolonger le podcast par des références. Donc voilà, il y a plein de livres sur La Poudre Lit sur le site de Nouvelles Écoutes. Oui, et puis chacune, à chaque fois, sur les sites voilà, sur le podcast, il y a les références à chaque fois, des livres dont elles ont parlé. Ça... Christiane Taubira. Bell Hooks, ne suis-je pas une femme, c'est ça le titre en français. Et Virginie Despentes, King Kong Theory et Simone de Beauvoir. Moi, c'est mes deux. Je crois que tout à l'heure, on a déjà cité Hooks qui revient, Audre Lorde. Pardon? Toni Morrison. En fait, c'est plus que des noms, parce que moi, je tiens pas trop à idéaliser des personnes qui sont des humains et qui... Voilà, je voudrais dire que ces textes, en fait, te permettent de te remettre en question, que t'apportent un esprit critique. Moi, je sais que dans le cas particulier, pour donner un exemple concret, de Bell Hooks, c'est quelqu'un qui m'a... lire ces textes m'a appris la bienveillance vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis aussi des hommes, pour le coup. Comprendre que cette construction qui est faite sur nous, ces projections qui sont faites sur nous, sont aussi le résultat d'éducation, de choses beaucoup plus larges, de spectres beaucoup plus grands que nous, en fait. Et oui, je pense que la base de mon engagement dans ce podcast, et même dans ce féminisme de façon générale, c'était apprendre la bienveillance et l'amour, tout simplement. Voilà. Bonjour, moi je me demandais, en fait, parce que vous avez beaucoup parlé d'entre vous de l'invisibilité des femmes et des sujets féministes dans les médias traditionnels, et du coup de cette libération un peu de passer au podcast et de pouvoir visibiliser ces sujets-là. Et moi je m'oriente vers le journalisme, et du coup je me demandais, est-ce que si on veut parler des femmes, si on veut parler de féminisme, si on veut parler de racisme et tout ça, est-ce qu'on doit forcément s'extirper des zones traditionnelles, des médias, ou est-ce que le podcast, voilà, c'est l'Eldorado, justement, ou est-ce qu'il faut continuer à batailler ailleurs? Moi, je pense que c'est deux fronts de bataille. Si les gens se sont dirigés vers le podcast, c'est comme elles en ont parlé, c'est qu'en proposant des sujets dans les médias traditionnels, on leur fermait la porte au nez. Mais je pense que le fait de voir l'intérêt, en tout cas j'espère, que les médias, en voyant l'intérêt que suscitent ces conversations qui ont lieu dans les podcasts, ils se rendent compte en fait que c'est pas aussi inutile, c'est pas aussi désuet
qui ne le pensaient. Donc je pense que ça va ouvrir, essentiellement, ça va ouvrir des portes dans le monde traditionnel du journalisme. Ouais, moi j'ai un petit conseil, n'hésite pas à y aller franco, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est jeune journaliste, on est dans une rédaction, on marche un peu sur des œufs, on ne sait pas trop et tout. N'hésite pas, si tu es passionné sur un sujet et que tu y crois et que tu penses que c'est important et qu'il faut en parler, c'est toi en fait le sang frais, c'est toi qui va faire évoluer les choses dans les médias et aussi bien après du coup dans la société. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voit que les médias bougent. On voit, ne serait-ce que nous, on a eu des appels pour la newsletter de gens qui voulaient parler de la newsletter, on a eu Télérama, tu vois. Et rien que ça, je me suis dit, waouh, Télérama qui prend le temps de faire un article sur les newsletters féministes, que c'est un tout petit truc encore. Je me dis, il y a de l'espoir. N'hésite pas et propose des sujets. Ouais. Moi, je suis peut-être pas aussi optimiste, pardon. J'ai essayé un peu de faire changer les choses de l'intérieur. C'est des grosses machines qui sont quand même bien verrouillées, quoi. Le mammouth, il est bien lourd à bouger. Il y a toujours des N+1 qui ont eux-mêmes un N+2, un N+3, qu'il faut vendre une idée, puis il faut avoir un budget, puis non, c'est pas possible, ça intéresse personne. Comme tu disais tout à l'heure, Mélanie, les femmes noires en couverture de L, non, ça fait pas vendre, ce genre de truc. Le service marketing vient me t'expliquer. Enfin, c'est dans les médias, il y a quand même encore des pesanteurs. Enfin, dans les gros médias, après, évidemment, il y a plein de choses indépendantes, géniales qui se font, heureusement. Mais dans les gros groupes, c'est l'horreur. Franchement, c'est l'horreur. Donc voilà, peut-être que ça va changer. Il y a pas aussi quelque chose qui se passe en ce moment, quand même, en alors, termes de féminisme. Voilà. Après c'est des rubriques les événements, mais voilà. Parce que c'est la panacée. Voilà, alors on crée des espaces où on parle de féminisme, où on parle de femmes. Il n'y a pas très longtemps... on m'a interviewé sur BBC 100 Women, donc ils ont fait un site avec que des histoires de femmes. Oui, c'est super, mais après, cette femme, elle est médecin, pourquoi elle n'est pas dans la page sciences? Cette femme, elle est banquière, parlons d'elle dans les pages économie, alors, dans ce cas. Enfin, c'est quand même dommage qu'aujourd'hui, maintenant, la préoccupation de sites comme BuzzFeed ou même le New York Times, qui vient de créer une colonne spéciale pour les questions de genre et de féminisme, on va faire un espace où on va parler que de ça. Alors qu'au fond, ce qu'on veut, non, c'est qu'on veut parler des femmes dans les pages politiques, économie, je sais pas, Géraldine. Est-ce qu'il ne faut pas les deux? Moi, je suis d'accord, mais je pense que c'est une étape aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est un espace où la verticale meuf ou comme ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est vrai, parce que moi, je suis d'accord avec ce que dit Lorraine. C'est quand même la presse, elle est à l'image de la société. Donc, en fait, c'est quand même des hommes qui dirigent à 90-15% des cas. Et en fait, non pas que, j'ai rien contre les hommes, mais je veux dire, sur ce patriarcat-là, ça fait que, non, mais c'est vrai, tu vois, ça fait qu'il y a plein de sujets, ça les intéresse pas. Mais ça les intéresse pas, c'est-à-dire qu'ils voient même pas le truc. Ils te disent, non, c'est pas intéressant, en fait. Et donc, c'est ça, tu vas t'y heurter, c'est évident. Donc après, ça change un peu, et il y a aussi un effet de mode, et ils comprennent bien que s'ils s'emparent pas de... La société change, ils sont dépassés, ils sont plus même les féminins sont plus tout à fait en adéquation avec le lectorat, avec la jeunesse, ils n'arrivent pas, ils savent pas comment tout ça, ils savent pas comment rattraper ça, donc ils sont obligés d'intégrer de la modernité, donc ça va dans ce sens-là, et je pense qu'il va y avoir un peu plus de place, mais après pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un changement de société plus global, quoi. Ouais, c'est super, meuf, Marie Kirchen, elle est top, et il faut le dire. Non, parce que l'idée, c'est pas de critiquer ça, c'était de dire que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est ça, quoi. Voilà, en attendant mieux. Oui, en fait, moi, je voulais pas vraiment poser une question, mais vous remercier et vous raconter une petite anecdote. C'est que moi, je suis une jeune journaliste, je fais de la radio, et le tout premier documentaire que j'ai fait, c'était à la fac. Et je voulais faire quelque chose de féministe. Moi, je fais de la montagne, je viens de Grenoble, et du coup, j'ai voulu faire quelque chose sur les femmes qui font de la montagne. Et de la montagne extrême, quoi, un truc un peu costaud. Et puis, donc, mon parti pris, c'était de dire, je vais parler que des nanas, quoi, pour une fois. Et c'est ça qui était féministe pour moi. Et donc, je me suis retrouvée à soutenir mon documentaire face à des mecs, évidemment. Et en fait, je me suis fait laminer, littéralement. Et ils m'ont expliqué, mais attends, si tu voulais faire un truc féministe, pourquoi t'as pas mis des hommes aussi à côté? Pourquoi il n'y avait pas ces nanas mêlées à des paroles d'hommes pour montrer qu'elles ont la même pratique et les mêmes envies? Je leur ai dit, oui, mais c'est con, les hommes, on les entend tout le temps. Enfin, ça n'a jamais emmerdé personne qu'on n'entende que des hommes pendant des siècles. Et là, je fais parler que des nanas, et vous, ça vous pose problème? Et lui, le truc devait durer 20 minutes, ça a duré 1 heure de plus, je crois. Et je suis sortie de là, j'étais complètement sonnée.
Et je me suis retrouvée à attendre le tram en chialant vraiment sous la pluie. Enfin, c'était la cata. Et du coup, de vous voir là et que vous donniez la parole aux femmes et seulement aux femmes comme si c'était quelque chose de normal, parce que c'est normal et que c'est pas exceptionnel en fait de faire parler que les femmes. Ça devrait être normal. On devrait pas. Actuellement, on souligne qu'on fait parler que les hommes et que c'est un problème. Mais si demain on fait parler que les femmes, ben voilà, ça devrait être tout devrait s'équilibrer comme ça. Et donc, merci pour ça. Merci à toi. On va prendre une dernière question. Bonjour. Alors, je voulais juste intervenir pour rebondir sur ce qu'avait dit Lorraine Bastide. Je suis journaliste à BuzzFeed. Et donc, je suis une collègue de Marie Kirchen et j'ai contribué à la création de la page Meuf. Et je voulais juste... Bravo, 1000 bravo, parce qu'elle est vraiment bien. Merci. On y a beaucoup... Enfin, ça a impliqué beaucoup de travail et de réflexion derrière la création de cette page. J'intervenais juste parce que... je pense que mettre BuzzFeed et le New York Times sur le même plan, c'est pas tout à fait juste. Je pense qu'on a créé une page qui s'appelle Meuf parce qu'on voulait pouvoir toucher... BuzzFeed est un site extrêmement compliqué avec une identité multiple et je pense qu'on pense tous, enfin non, je vais pas dire on pense tous, je pense que parfois il est difficile pour les gens qui peuvent s'intéresser à ce genre de thématique d'identifier BuzzFeed comme étant une source d'information et une ressource intéressante, mais ce qu'on a voulu mettre en valeur à travers cette page Meuf, qui est donc effectivement un espace qui se veut dédié, mais c'est pas la même chose que le New York Times, parce que le New York Times ne le faisait pas avant. Alors que nous, ce qu'on met sur cette page et ce qu'on décide de publier sur cette page, en fait, était déjà présent à BuzzFeed. Il était juste moins visible, moins identifiable pour des gens qui, peut-être, pouvaient être rebutés par d'autres aspects de BuzzFeed. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en valeur ce qu'on fait depuis toujours et qui n'est pas forcément vu. Et donc, je pense que mettre le New York Times et BuzzFeed n'est pas extrêmement sur le même plan, en fait. Et je voulais juste un peu clarifier ce qu'on essayait de faire par ailleurs. Oui, après il y a une coïncidence, ça va être la même semaine et ça montre qu'il y a quelque chose dans l'air, dans les médias, il y a un questionnement évident sur ces questions-là, mais c'est très différent, j'en ai bien conscience. Ouais. Et vraiment bravo parce que c'est top ce que vous faites. Merci. Merci. On va clore cette rencontre. Je voulais vous dire que la vidéo de cette rencontre elle sera en ligne sur la page Facebook d'Arte Radio et de Arte. Merci à toutes d'être venues. Je rappelle les podcasts, donc La Poudre, Dans le genre, Les couilles sur la table, Excel et Quoi de Meuf. Merci au Hasard Ludique de nous avoir accueillis. Merci à Arte Radio. Je tiens, moi personnellement, à remercier toute l'équipe d'Arte Radio qui m'ont aidé à préparer cette rencontre et supporter mes réflexions et hésitations. Donc Sylvain Gire, Chloé Assous-Plignan, Sarah Monimard, Samuel Hirsch et Arnaud Forest. Et ce soir, vous pouvez venir danser au Hasard Ludique avec le concert de Gato Preto et La Chica. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus.